Allez, super. Je crois qu'on est live. On voit les participants qui rentrent dans la salle. Donc c'est super. On va commencer tout de suite hein, par une petite introduction. Merci à tous de vous connecter sur ce premier webinaire InnoViews de BeTomorrow avec pour sujet l'innovation digitale en santé. Comment on fait pour construire une pépite? Sujet ambitieux. Et aujourd'hui, on est très content chez BeTomorrow de porter ce webinaire. Juste en deux mots, en introduction, BeTomorrow, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de développement web mobile qui est située sur Bordeaux. On est aujourd'hui plus de 80, presque 90, et on a comme vision d'accomplir la vision de nos clients grâce à la création de produits digitaux exceptionnels et extrêmement créatifs. Ça fait 20 ans qu'on fait ça aujourd'hui. Notre façon d'approcher ça, c'est par l'excellence technique, l'expérience utilisateur exceptionnelle pour créer de l'engagement. L'objectif étant de faire du numérique une force pour nos clients, et tout ça en ayant comme façon comme objectif final de marquer positivement le monde. Donc nos expertises, je vous l'expliquais, on est tech, on est product management, on est sur le design, sur l'agilité et sur le marketing. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, on agit sur toute une série de secteurs d'activité. On est aujourd'hui ici pour parler de la santé, mais on est également très actif sur d'autres domaines. Vous voyez quelques références ici, qui vont de l'industrie à la banque, au sport, à l'éducation, au transport en commun, à la mobilité. Et ça, c'est ces équipes qui nous permettent de faire ça, livrent en moyenne une vingtaine d'applications par an. On a du coup réalisé depuis 2002 plus de 400 projets. Et sur la partie santé, on a chaque mois 1,5 million d'utilisateurs actifs des apps qu'on a développées pour nos clients. On est aujourd'hui ici dans le cadre d'un webinaire d'une série qui s'appelle InnoViews. Et InnoViews, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir des regards croisés sur l'innovation digitale. Donc, comment le digital permet à nos clients sur leur secteur d'innover. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'orienter sur des problématiques et puis d'apporter des expériences et puis des recommandations qui sont très opérationnelles sur comment on fait pour répondre à une certaine problématique. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le très grand plaisir et le grand honneur d'être accompagné par deux experts et deux références du domaine. On commence par Amine. Bienvenue Amine. Amine qui est principal chez Kurma Partners et investisseur au sein de la partie Health Tech. Bienvenue Amine. Est-ce que tu veux nous parler Merci, de toi? merci Paul, bonjour à tous. Comme dit par Paul, je suis Amine Marouf, principal chez Kurma Partners. Kurma, c'est une société de gestion créée en 2009 qui investit dans la santé. On a des fonds qui vont de l'early stage au late stage, avec des fonds dédiés à la biotech, un fonds dédié à la health tech et des fonds growth et late stage. Merci Amine. Donc on est également accompagné ici par Thibaut, Thibaut Guimard, le directeur du département innovation et services et digital chez Biogène. Bienvenue Thibaut. Salut Paul, bonjour à tous et à toutes. Donc oui, comme tu l'as dit, moi je suis directeur du département innovation, services et digital au sein de Biogène France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Biogène, Biogène c'est quoi? C'est une biotech qui est pionnière dans les traitements de maladies graves et sans solution, et aussi dans la mise à disposition de solutions digitales pour les patients et les professionnels de santé. À travers le monde, c'est une entreprise d'environ 8000 employés et on existe depuis un peu plus de 45 ans. Alors, un fait important, entre guillemets, moi, ça fait 7 ans que je suis chez Biogène. Or, j'ai démarré dans des fonctions globales pendant plus de 5 ans. Et donc là, j'ai travaillé dans du management d'équipe sur des solutions digitales santé, justement. Et c'est pour ça que on va en parler un petit peu aujourd'hui sur des solutions comme Cléo, comme Neurodiem, comme Connectome. Et donc, moi, j'ai un profil plutôt builder. Donc, je crée des équipes, je crée des solutions. Et aujourd'hui, au sein de Biogène France, au sein de cette filiale, et sous l'impulsion de Marina Vassiliou, qui est la présidente directrice générale,
en fait, on a créé la première filiale du groupe Biogène qui a un département dédié à l'innovation et au digital. Et donc, dedans, on a à la fois le digital, mais aussi l'innovation au travers des approches parcours de santé et des équipes terrain digitales. Et comme je le dis souvent, l'innovation, on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas seulement de la technique et seulement du coup des solutions, c'est aussi et surtout des process et une culture. Donc voilà, c'est pour faire l'introduction pour la suite de la discussion. Bah, merci Thibaut. Donc c'est super intéressant. Du coup, on a vraiment deux profils qui regardent le spectre de ces entreprises du monde de la santé, chacun de leur point de vue. Donc avec Amine du côté des investisseurs, Thibaut du côté plutôt pharma, builder, etc. Donc c'est vraiment ça va être super enrichissant. Donc aujourd'hui, le programme, ça va être de parler en fait des enjeux et des défis de ces entreprises du monde de la santé. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Quels sont les facteurs clés du succès? On parlera évidemment de retour d'expérience, de quels sont des success stories que Thibaut et Amine identifient, et aussi ensuite quelles sont les solutions qu'on va avoir pour répondre à l'enjeu, notamment du financement et de la rentabilité d'un projet dans la santé en France. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui évolue rapidement aussi. Voilà. Puis on finira par un moment de questions-réponses. Donc, j'éteins la présentation et voilà, je pense qu'on est bon. Et on va tout de suite commencer par un petit sondage auprès des participants. Donc, normalement, qui va s'afficher sur la droite de votre écran. L'idée, c'est le sujet de la première question, c'est donc, selon vous, construire une pépite dans le secteur de la santé en France, est-ce que c'est plus facile que dans les autres secteurs? Est-ce que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de différence, ou est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué que ce qu'on peut trouver dans les autres secteurs? Donc on va lancer ce sondage tout de suite dans la petite vignette sondage que vous trouvez sur la droite. Hop. Et n'hésitez pas voilà, à y répondre. En attendant que les réponses arrivent, on va tout de suite entamer du coup cette section qui parle des facteurs clés de succès. Donc on sait que c'est hyper compliqué de rédiger une recette miracle. Est-ce qu'il y en a une recette miracle pour une pépite dans le monde de la santé? Ce qu'on sait par contre, c'est que Kurma et Biogène, chacun, vous avez vu et vous avez eu des résultats assez incroyables entre les mains. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous ces facteurs clés de succès d'une startup dans la santé en France? On peut peut-être commencer par Amine. Qu'est-ce que t'en dis, Amine? Avec joie. Donc, il y a les facteurs clés de succès. Bon, on n'a pas de recette miracle pour faire des startups dans notre domaine. En revanche, on a des bonnes pratiques et on a des éléments qui sont plutôt favorables. Alors, un des premiers, ça concerne l'équipe. L'équipe, c'est fondamental, comme dans beaucoup de domaines. Et dans les startups de la santé, souvent une bonne complémentarité, une bonne compréhension du business, avoir en interne assez rapidement toutes les compétences clés au développement et à la commercialisation après, dans un deuxième temps du dispositif, c'est important. Il y a aussi toute une série de soft skills qui sont importants à avoir au sein de cette équipe pour pouvoir mener à bien un projet comme une startup dans la santé. Ça peut être par exemple la capacité d'exécution, la volonté forte, la résilience, c'est hyper important, et puis l'adaptation, parce que c'est pas un chemin, c'est pas une petite promenade, c'est vraiment un chemin semé d'embûches, et il faut savoir être agile. Donc voilà, premier facteur, l'équipe, très important. Le deuxième, c'est le besoin, avoir un besoin bien identifié, avoir identifié des sujets qui sont vraiment cruciaux et mal adressés aujourd'hui par les solutions existantes, c'est quelque chose de primordial. Et pour ça, il n'y a rien de tel que des interactions avec les parties prenantes, avec les concernés. Ça peut être des praticiens, des patients, des hôpitaux, des labos pharma, pour vraiment bien caractériser ce besoin, les limitations de ce qui existe et comment bien positionner son futur produit s'il n'existe pas encore. Tout ça, ça permet naturellement
naturellement de construire un avantage compétitif sur la base de cette équipe, sur la base de ce besoin qui est identifié, mais aussi sur la base d'autres éléments qui peuvent être listés. Alors pour moi, c'est un peu moins important, mais ça reste tout à fait crucial. Souvent, les fondamentaux scientifiques et la qualité de la science est hyper importante. Ça dépend des sujets naturellement. Tout n'est pas, tous les projets ne sont pas scientifiques. Et certains sont des services. Savoir s'entourer, bien recruter, avoir les bons partenaires dès le début. Ça permet de challenger des idées, ça permet de mieux comprendre des points qui sont soit nouveaux, soit à creuser. Et surtout, ça permet de focaliser et de ne pas se disperser. Surtout dans une startup santé où les ressources sont limitées, la team est limitée. D'autres points qui peuvent être cruciaux, ça peut être de l'accès à de la data particulière, de la data très spécifique, de la data propriétaire, de la data rare qui permet d'entraîner des algos, développer des systèmes. Et donc voilà, j'ai fait le tour de mon côté sur. C'est intéressant. Donc l'équipe, vraiment, si je résume, hein, l'équipe, la réponse aux besoins du marché, quoi. Il y a un vrai use case hyper identifié. Euh, et puis, euh, on parsème ça de quelques avantages compétitifs comme un bon écosystème, des bonnes études cliniques, des bonnes data, peut-être l'accès à des partenaires au niveau finance, au niveau technique, au niveau. D'accord, ok, c'est hyper complet. Thibaut, toi qui es plutôt dans une logique du coup d'intrapreneuriat, est-ce que tu partages ces points de vue? Ouais, tout à fait. Comme Amine, je pense que le point crucial et le point initial de tout projet, c'est d'abord l'équipe. C'est l'équipe qui va pousser le projet le plus loin possible. Donc, il a parlé de volonté, de soft skills, de hard skills. Je pense que c'est vraiment le point le plus important. Je ne vais pas revenir dessus, juste dire que voilà, on n'est jamais seul dans un projet d'entrepreneuriat, en tout cas, ou d'intrapreneuriat. Et c'est vraiment cette collaboration avec différents profils qui viennent compléter celui du porteur de projet ou du porteur de l'entreprise qui va faire le succès de ces projets. Un autre point, tu parlais d'intrapreneuriat. Effectivement, moi, je suis là aussi pour partager cette expérience au sein d'une grande entreprise. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver le bon équilibre en fait sur nos positions hein, sur l'innovation. C'est le bon équilibre entre déployer des activités qui vont avoir un impact relativement immédiat, en tout cas à court terme, et qui sont alignés avec les besoins de l'entreprise et des utilisateurs, et aussi les enjeux à plus long terme sur lesquels on va pouvoir aussi apporter des innovations à moyen et long terme. Parce que, en fait, quand on est dans une grande entreprise dont le cœur de métier n'est pas forcément de développer des solutions digitales ou de e-santé, ce qui est mon cas, en tout cas initialement, ce n'est pas du tout notre cœur de business, il faut pouvoir montrer de la valeur sur un temps relativement court et du coup répondre à un besoin très aligné avec les besoins du moment de l'entreprise pour ensuite pouvoir aussi avoir cet espace de jeu, entre guillemets, qui nous permet d'investir sur le moyen et long terme. Et je pense que voilà, j'ai eu la chance aussi, hein, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu de chance. C'est aussi de s'entourer des bonnes personnes, mais c'est d'arriver au bon moment, c'est d'arriver à des moments où on peut aussi obtenir certains financements. Ça, c'est un autre point important aussi, hein, c'est l'amorce qui va permettre de lancer le projet, puis ensuite la pérennisation du projet sur le long terme. Ça, on en reparlera un petit peu après. Et puis enfin, comme le disait Amine, lui, il a parlé du besoin, extrêmement important, effectivement, de valider le besoin. Moi, je dirais que dans un projet d'intrapreneuriat, c'est vraiment cet alignement entre le besoin des utilisateurs, alors que ce soit des patients ou des professionnels de santé ou des organisations de santé, mais aussi les enjeux business. Parce que sinon, on a un décrochage en fait entre le projet lui-même et les enjeux business. Alors, si on est dans une période favorable, ça peut passer entre guillemets, mais si c'est moins le cas, c'est un peu plus complexe. Et c'est des choses que l'on a pu vivre au sein de Biogène, puisque les priorités aussi évoluent avec le temps et avec le pipeline d'un industriel. Donc ça, c'est un point hyper important à apprendre. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré puis d'avoir des gens au sein de l'équipe digitale et en particulier, je pense à l'équipe BDH
qui ont réussi à pérenniser des solutions, et on en reparlera un petit peu plus tard, dans un modèle différent, plutôt d'externalisation. Et on parlera avec Amine, je pense, un peu plus d'exit par la suite, mais c'est aussi un point crucial dans la réussite de ces projets sur le long terme. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc, c'est logique d'accompagnement interne, de forces vives qui vont permettre de porter les projets. Amine parlait de partenariat. C'est vrai que pour ces startups, nous, en tout cas, ce qu'on voit chez Bitomorrow, c'est que être accompagné de bons advisors, c'est une chose. Être accompagné d'un bon écosystème qui va pouvoir porter le business, c'en est une autre. Être accompagné en interne par des gens qui ont du pouvoir, qui ont le pouvoir. Quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir de persuasion, pouvoir de vulgarisation des concepts et on va dire d'évangélisation autour des enjeux business du digital. C'est vrai que pour les entreprises pharma, on sait que on voit que c'est un grand facteur de succès. C'est vrai que l'exit, on en parlera derrière, mais c'est assez intéressant comme question. Comment l'exit peut être un facteur de succès si elle est bien pensée dès le début. Et puis on a hâte de voir un petit peu ce que tu pourras dire, Thibaut, à ce sujet. Autre chose, moi je me permets de rajouter quand même, avec un point de vue très tech, très product, ce qu'on se rend compte également, c'est que des sociétés qui percent, ce sont des sociétés qui savent utiliser les principes techniques, les principes product, les principes d'accès au marché qui ont fonctionné parfois dans d'autres secteurs d'activité. Un de ces principes, c'est le product-led growth. Alors, je fais ma petite pub. On a publié des articles de blog sur le blog de Bitomorrow récemment qui parlent de ça. C'est comment orienter l'ensemble des services d'une société autour du produit pour optimiser, pour recueillir un maximum de data sur comment les utilisateurs utilisent effectivement le produit, sur qu'est-ce qui marche pas. Et c'est également ce qui permet derrière d'optimiser voilà, la qualité du produit, d'optimiser l'adhérence. Et dans le cadre de la santé, on le sait, c'est bien souvent ce qui permet d'obtenir l'adhésion des patients et pour ceux que ça concerne, également des professionnels de santé utilisateurs. Donc du coup, je vous propose un deuxième petit sondage en lien avec ça. C'est quelle est la place de l'expérience utilisateur dans la création d'un dispositif médical innovant? Où est-ce que vous posez ça dans le monde de la santé? Est-ce que c'est extrêmement critique, important? Est-ce que c'est moins important que d'autres sujets comme la solidité des études cliniques, comme disait Amine tout à l'heure, ou la viabilité économique de la startup? Où se place l'expérience utilisateur? C'est une question que je vous propose du coup dans ce deuxième petit sondage. Et du coup, pour enchaîner sur ces sujets-là, je vous propose que on parle maintenant de projets que vous avez vus passer ou que vous avez portés, dont vous êtes particulièrement fiers. Thibaut, tu nous as fait du teasing là sur quelques sujets. Est-ce que tu veux parler d'un ou deux projets qui t'ont marqué chez Biogen ou autre? Bien sûr. Je regardais un peu les données là, sur les quiz, là, ça commence à répondre. On voit un peu que effectivement l'expérience utilisateur est plus que critique, et c'est bien que tout le monde, je pense qu'on a des gens qui sont convaincus du sujet. Sur les solutions, effectivement, que je peux vous partager, moi, il y a plein de projets dont je suis hyper fier, parfois parce qu'ils ont fonctionné, parfois parce que ça a été des fails, et du coup, j'ai aussi beaucoup appris en me trompant, ou avec une équipe, on a fait des produits qui n'ont pas forcément réussi, eu de l'attraction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui est un dispositif médical de classe 2 qui, du coup, est une plateforme de développement de biomarqueurs digitaux pour laquelle j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir penser, en fait, ce produit dès le début et monter une équipe pour construire cette plateforme. Elle s'appelle Connectome. Et du coup, ce qui a fait le succès initialement, c'est un peu finalement des réponses à la question précédente. C'est d'abord aussi, on n'en a pas forcément parlé beaucoup, même si tu l'as mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi avoir un sponsorship ou des investisseurs finalement qui sont solides.
des gens qui sont bien positionnés et qui comprennent les enjeux, qui vous font confiance aussi. Et j'ai eu la chance vraiment d'être entouré de leaders visionnaires, que ça soit côté business avec un sponsorship fort. Je pense à Martin Dubuc en particulier, qui était là et qui m'a soutenu. Et puis, du côté scientifique aussi, je pense à Siby, qui est un grand scientifique de la sclérose en plaques. En tout cas, chez Biogen, il était sur la sclérose en plaques initialement. On a commencé à créer du coup cette plateforme en pensant aux malades atteints de la sclérose en plaques. Et puis ensuite, on a fait une plateforme pour les maladies neurologiques. Donc vraiment, on a étendu. Mais il faut aussi être capable de s'entourer des bons visionnaires et des bons sponsors. On parlait du besoin. Alors moi, sur ce projet, la chance que j'ai eue, c'est de travailler pour la première fois pour la R&D globale. Donc c'est la première fois dans l'industrie, dans mon expérience industrielle, que je travaillais pour la R&D. Et en fait, dès le début, ce projet, il a pu accélérer relativement vite. On a pu avoir pas mal de budget parce qu'on a identifié un besoin important. En fait, il y avait une nécessité dans les études cliniques d'intégrer ce type de solution. Puisque dans les neurosciences et en neurologie, en fait, on sait que certains de nos endpoints et certaines de mesures que l'on réalise dans les études cliniques, en fait, sont incomplètes et sont loin d'être parfaites. Et donc, il y a une nécessité d'explorer justement la possibilité de développer des biomarqueurs digitaux, ou en tout cas des biomarqueurs qui sont plus précis, et derrière, potentiellement, de développer des endpoints associés. Et donc, quand on est venu avec cette idée, avec ce projet, finalement, c'était une idée qu'ils avaient déjà en tête, mais l'exécution était complexe. Et donc, nous, on s'est concentré vraiment sur la proposition de valeur, une proposition de valeur avec une exécution beaucoup plus seamless pour eux. Et puis surtout, je pense qu'un des points qui a vraiment fait que ça a fonctionné, c'est qu'en amorçage, justement, je parlais du court terme, étant donné que l'impact potentiel était sur le moyen, voire moyen à long terme. Sur le court terme, j'ai pu leur montrer avec une de mes collègues qu'en fait, c'était moins cher que le marché. Donc, on arrivait à se positionner à moins 20, moins 30% que le marché. Versus des sociétés américaines qu'on avait contactées, principalement américaines. Et par contre, on avait une plateforme beaucoup plus… du coup, on avait créé quelque chose de beaucoup plus tailored, beaucoup plus dédié en fait aux besoins de la R&D en neurosciences et en plus chez Biogen, même si on avait une vision plateforme large, quoi. Donc ça, c'était hyper important. Et puis ensuite, sur la méthode, c'est la question de tout à l'heure. Justement, on a créé vraiment des collaborations fortes avec des patients et des professionnels de santé à travers le monde pour développer cette plateforme. Et enfin, on a construit les bases de compétences en interne qui nous ont permis vraiment une internationalisation de cette plateforme, puisque le gros enjeu, nous, on n'avait pas trop la capacité de faire… on a eu une petite étude pour valider notre solution sur laquelle on a pu, entre guillemets, se tester en France. Mais très rapidement, il fallait qu'on ait une solution qui soit solide et qui soit, où on n'avait pas le droit à l'erreur et qu'on puisse lancer dans une étude de phase 2, de phase 3 ou de phase 4 à travers le monde. Donc, tout de suite, on était sur une solution à scaler et elle a été déployée à travers le monde dans des centaines de sites, quelques centaines de sites. Médicaux, donc un très très beau projet avec une équipe incroyable de gens passionnés qui ont avancé sur ce projet, même après mon départ, qui en ont fait vraiment quelque chose qui va devenir une plateforme qui va rester, justement, on en parlera tout à l'heure, sur un modèle un peu différent au sein de Biogen et en dehors de Biogen. Voilà. Excellent exemple, d'autant plus que tu parles de la criticité de réfléchir au scaling. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent dans un projet qui vont avoir envie d'avoir très vite des premiers résultats, des early adopters, et puis qui construisent au final leurs produits sans forcément réfléchir à qu'est-ce qui se passera quand il faudra internationaliser, quand il faudra lancer sur des cohortes de 1000, 2000, 3000, 20 000 patients en une semaine. Et c'est là où parfois des bases solides techniques peuvent être bien utiles, au même titre que d'autres questions que vous avez l'habitude de faire, comme justement le scaling des résultats cliniques, la validité et on va dire la compliance au réglementaire des différents pays, des différents continents Ouais, sur c'est ce que lesquels vous j'allais allez. dire. C'est les bases vraiment techniques, les bases produits et les bases, on va dire, même dans la conception, on avait tout de suite pensé à la concevoir aussi avec des acteurs externes internationaux
ce soit des patients ou des professionnels de santé. Et justement, le vrai enjeu de ce type de plateforme sur lequel on n'avait pas trop d'exemples comparatifs, c'était les enjeux réglementaires internationaux sur un medical device à scaler, multiple, en plus intended use potentiel avec vraiment une approche itérative. Et ça, c'est vraiment une partie très, très innovante de ce produit. Ouais. Là, c'est un sujet qui est passionnant. Je pense que la compliance internationale, la compliance déjà en France, le réglementaire, c'est quelque chose de très compliqué et de coûteux. Faut pas le sous-estimer, le coût de ce réglementaire. Et c'est vrai que parfois ça peut être vu comme vraiment un frein à l'innovation dans le monde de la santé. Mais bon, c'est pas l'objectif Non, mais c'est un de. bon point. Je vais juste rebondir dessus parce qu'il est hyper critique. En fait, avec l'un de mes collègues, Benoît Masson, on a identifié rapidement ce challenge et en fait, on a dû, pour tout vous raconter, monter même une petite équipe régulatorique dédiée en fait en interne. Parce que ces sujets, ils sont pas du tout. On n'y avait pas forcément l'expertise interne en fait. Donc, on a dû créer une mini-équipe sur ce sujet pour pouvoir vraiment le gérer, que ce soit politiquement en interne, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Et ça, c'est un des vrais facteurs de succès et c'est très complexe à faire dans un domaine dans lequel voilà, il y a des gens vraiment très experts de leur domaine, plus pharma, et qui, du coup, se sentent un peu challengés aussi parfois sur ce type de nouveaux projets. Et donc, c'était vraiment un beau, un best case, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis, Amine, tu pourras nous en parler. Je pense que est-ce que toi, dans tes success stories, est-ce que tu penses à une société qui a peut-être été confrontée à ces sujets de medical device là, de marquage, et de tout ce qui peut aller avec ça? Euh, alors oui, effectivement, moi je pensais à une société qui s'appelle Poppins, qui a été créée par un entrepreneur que j'ai rencontré alors qui venait de lancer sa société. Et Poppins voulait adresser un besoin qui était vraiment mal adressé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est la prise en charge des patients avec avec des troubles spécifiques de l'apprentissage. Donc ça inclut la dyslexie, mais pas seulement, il y a aussi la dysphasie, la dyspraxie, etc. Ça touche beaucoup d'enfants. Le diagnostic est long à être posé parce qu'il y a une pénurie de professionnels de santé, difficulté à avoir des rendez-vous. La prise en charge, elle se fait par des orthophonistes qui sont pas très nombreux non plus, et puis ça prend des mois. Et donc François, le CEO, avec son fondateur, ils se sont dit que il pourrait peut-être aider en développant un jeu vidéo qui permettrait d'aider ces enfants en, en leur donnant l'impression qu'ils jouent à un jeu vidéo, mais en réalité, le jeu vidéo incorpore des stimulations bien spécifiques développées par des médecins-chercheurs à la Pitié-Salpêtrière et prouvées scientifiquement comme ayant un impact sur la progression des enfants, sur tout ce qui est lecture, écriture, par exemple. Et donc, ils ont incorporé ces stimulations qui avaient été démontrées scientifiquement dans un jeu vidéo. Ils ont développé leur jeu vidéo. C'est un medical device, du coup. Ils l'ont lancé aujourd'hui. Et, euh, et puis ça commence à prendre. C'est un chemin qui est relativement long et semé d'embûches. C'est pas spécialement simple. Et ils ont fait preuve d'une extrême agilité, d'une grande adaptabilité. Ils ont réussi à ils ont eu beaucoup de problèmes comme beaucoup d'entrepreneurs, mais ils ont toujours réussi à trouver des solutions. Et ça c'est un truc qui m'impressionne beaucoup. Voilà. Euh, L'humain, quoi. Les founders qui ont toujours nagé à contre-courant, qui ont su se relever, c'est ça, c'est tout à fait, l'histoire du héros, quoi. C'est l'histoire du héros que tu es en train de nous raconter là. tout à fait. C'est un peu ça. Excellent. Et ils avaient donc eux, ils ont eu si je comprends bien, du coup, un DM commercialisé. Donc félicitations à Poppins déjà. On peut les féliciter là. Donc à faire si j'apprends que c'est lancé aujourd'hui. Est-ce que dans ces logiques-là, ils ont eu à faire face à des défis vis-à-vis du réglementaire, par exemple? Est-ce que tu sais si ils ont anticipé les choses d'une manière particulière? Je vois que il y a une question dans le chat qui est sur quels sont ces défis réglementaires spécifiques que les startups doivent anticiper. Euh,
Est-ce que c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau? Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on a un réel besoin? Est-ce que tu connais un peu cette partie-là, Amine, de l'histoire de Poppins? Alors Poppins, c'est une solution de type digital thérapeutique. Donc c'est une solution digitale, un jeu vidéo qui inclut des stimulations à visée thérapeutique. Et dans ce cadre-là, c'est un nouveau type de dispositif. C'est pas un dispositif médical comme pourrait l'être un tensiomètre, par exemple, qui est beaucoup mieux connu et dont le processus de certification est déjà fléché. Sur tous ces nouveaux dispositifs médicaux, on apprend tous en marchant en réalité. Il y a eu des initiatives formidables qui ont été lancées à l'échelle nationale pour justement la prise en charge anticipée de ces dispositifs numériques qui ont un impact sur la prise en charge des patients, leur traitement, leur suivi, etc. Et donc voilà, il n'y a pas encore de parcours figé, bien calibré, mais par contre, c'est un work in progress qui avance bien et qui avance vite. Voilà. Et C'est vrai alors, que Poppins, ils le sont encore domaine dans le des... process Ouais. dans le process réglementaire. Hein. C'est vraiment D'accord. ouais. Ok, super. Bah, c'est bien. On voit hein, d'ailleurs quand on regarde les startups de la santé et particulièrement dans le domaine des digital therapeutics que je connais un peu également, on voit qu'il y a différentes méthodes quoi. Il y a différentes méthodes d'accès au marché. Il y en a qui décident d'y aller avec du medical device de classe 1 en autocertification ou parfois même pas d'ailleurs de certification de dispositif médical. Et puis qui décident de tester, d'explorer le marché et d'apporter au final aussi de la valeur aux patients et aux professionnels de santé. Et puis d'autres sociétés qui vont plutôt partir sur une base clinique extrêmement solide, directement aller chercher des claims qui vont les mettre dans une catégorie dispositif médical de classe 2A, 2B, et du coup aller chercher cette rigueur et cette solidité avant d'accéder au marché et pour directement taper on va dire, dans des logiques potentiellement même de remboursement par la sécurité sociale ou autre valeur, on va dire, de rentabilité. Je trouve ça assez passionnant. Aujourd'hui, on voit des success stories un peu dans toutes les méthodes d'approche. Je pense que je pense que ça fait partie, en fait, hein, cette partie rentabilité, cette partie flexibilité, sont de ces ingrédients qui vont pouvoir pousser dans un sens ou dans un autre au fur et à mesure de la croissance de la société, quoi. Euh, on a un petit sondage qu'on peut lancer tout de suite qui est selon vous, les participants à ce webinaire, quel est l'aspect le plus critique dans la création d'un dispositif médical logiciel? Est-ce que c'est le réglementaire? Est-ce qu'on est plutôt sur le produit, la technique? Est-ce qu'on est plutôt sur la communication, sur le financier? Et d'ailleurs, sur cette partie financière, ça fait une bonne intro pour la section d'après. On avait fait un peu de teasing là en parlant de l'exit en début de webinaire. Je vois que il y a également une question dans le chat de Jean-Michel qui demande, enfin qui nous fait remarquer d'ailleurs que l'exit c'est également une vraie complexité dans le domaine de la pharma. Peut-être Amine, avec ton point de vue investisseur, euh, est-ce que l'exit fait partie des éléments qui permettent de naviguer dans tous ces challenges qu'ont les startups santé? Alors, concernant l'exit, alors nous, d'un point de vue investisseur, effectivement, quand on aborde un nouveau dossier, on essaie de se projeter sur l'exit potentiel. On essaie au moins d'avoir une idée de quels sont les comparables qui ont déjà fait des exits par le passé, qui pourraient être intéressés par cette solution, qui pourraient trouver cette solution stratégique pour le développement de son entreprise et potentiellement être acquéreur in fine. Alors on n'a pas de boule de cristal, donc c'est jamais, ce ne sont que des suppositions au début. Et puis et l'exit fait, enfin,
le potentiel d'exit entre guillemets fait partie de tout plein d'éléments qui mis bout à bout convergent vers une décision d'investissement ou non d'ailleurs, mais ça vient en complément de beaucoup de choses. Ça vient en complément aussi de la roadmap et du sérieux dans lequel elle a été faite. De la gestion du cash de l'équipe, parce que même si l'exit paraît évidente, beaucoup de startups beaucoup de startups échouent pour des problèmes de gestion du cash ou ou des problèmes humains tout simplement. Tu vois d'autres sujets qui permettent justement enfin, qui sont critiques dans cette logique de rentabilité, justement, au-delà de l'exit? Euh, alors, effectivement, dans la santé digitale, souvent l'exit est favorisé par des métriques business. Donc, avoir un produit digital en santé qui est lancé, qui fait du chiffre, qui a une base d'utilisateurs assez grande, c'est toujours mieux qu'un dispositif qui a jamais été confronté au marché. Du coup, le premier conseil dans ce domaine-là, c'est se confronter assez tôt aux usagers, aux payeurs, etc. Faire de la co-construction si c'est possible avec des patients, des associations de patients, des professionnels de santé, des hôpitaux, pour assez vite faire des itérations et être sûr de la de l'usabilité du produit et de son acceptation par les patients et par les utilisateurs finaux. Donc ça requiert pas mal de compétences comme l'agilité, et puis être capable de pivoter assez rapidement, être capable de prendre en compte des remarques de personnes externes, et faire évoluer son produit. Moi, je vois des start-upers qui ont développé, qui ont commencé à développer un produit sur la base d'une idée qu'ils ont fait évoluer au fil des feedbacks. Aujourd'hui, le dispositif ne ressemble pas à l'idée originale. Et, et tant mieux parce que il correspond plus aux besoins et à la réalité du terrain. Donc voilà, l'agilité, tester, se confronter rapidement au marché si c'est possible, à des usagers, faire des essais, et puis être ouvert au fait de pivoter, de changer, et d'itérer. Alors, c'est pas toujours évident parce que quand on parle de dispositifs médicaux, souvent on parle de solutions hardware, software ou les deux, qui à un moment doivent être figées dans leur design pour démarrer des essais cliniques. Cependant, des, euh, des, euh, on peut avoir des produits qui sont designés de façon un peu hybride. On a une partie qui est classe 1 et qui peut être soumise à des modifications légères, et une partie qui est classe 2 qui est vraiment le cœur du réacteur, etc. Ça dépend des produits, ça dépend des modalités. Euh, et tout est possible. Mais dans tous les cas de figure, sur des usages nouveaux pour la pharma, pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les patients, on n'a pas de référence. On n'a pas de référence aujourd'hui de produits qui fassent des millions de chiffres d'affaires et qui embarqueraient les nouvelles technos qui sont aujourd'hui en développement, quoi. L'hôpital n'est pas complètement digitalisé, tous les process médicaux s'appuient pas sur de la generative AI. Donc, on n'a pas de référence, on apprend en marchant, et on a un cadre réglementaire qui évolue aussi. Et dans ce contexte-là, la meilleure approche pour moi, c'est vraiment se confronter à la réalité et puis et rester agile. Voilà. Excellent. Thibaut, tu as un avis Ouais, bien là-dessus? sûr. Bah, en fait, comme l'a dit Amine, et puis comme le suggère aussi Jean-Michel dans sa question, effectivement, un exit, c'est toujours compliqué. De toute façon, ça dépend aussi quelles en sont les raisons. Mais dans la pharma, oui, c'est compliqué enfin, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est plus compliqué qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est compliqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines de ces solutions ne font pas forcément partie initialement du cœur du business. Et dans une industrie en plus qui est cyclique, hein, quand on est dans une phase plus difficile, on va dire financièrement, où on se reconcentre sur ses fondamentaux, euh, ou bien tout simplement parce qu'une aire thérapeutique n'est plus prioritaire et une autre le devient à sa place, eh bien, on peut avoir
une déconnexion entre guillemets entre le projet qui est live, qui est existant, qui est utilisé par des patients, des professionnels de santé, et les attentes internes. Et du coup, pour autant, cet exit, il est critique pour la pérennité de la solution qui a fonctionné et qui, du coup, est utilisée par plein de patients, qui pourrait être un atout pour une autre entreprise avec des fonctions plus, avec un objectif plus commercial. Et je pense que d'ailleurs, Jean-Michel, je pense que je le connais. À mon avis, c'est Jean-Michel de chez nous. Je serais pas étonné. Mais du coup, tout ça pour dire que l'exit, c'est critique. Moi, j'ai eu aussi la chance de créer d'autres produits, d'autres solutions digitales dans un autre laboratoire. Et pour le coup, j'ai aussi appris de cette expérience parce que après mon départ, globalement, j'ai eu des équipes qui m'ont partagé la suite et il y a eu des changements un peu stratégiques sur certaines aires thérapeutiques. Et il y a des solutions qui ont été tout simplement fermées, alors elles auraient pu faire, à mon avis, le bonheur d'un certain nombre de startups ou d'entreprises, parce qu'elles avaient des centaines de milliers de professionnels de santé comme audience ou des millions de Français comme audience santé. Donc, pour vous donner une idée, je pense qu'il y en a qui adoreraient l'avoir, même pour €1 symbolique. Et malheureusement, certaines de ces solutions ont terminé dans les limbes des produits qui disparaissent du jour au lendemain. Pour le coup, au sein de Biogène, je trouve que les équipes, et en particulier les équipes dont Jean-Michel fait partie, ont fait un travail incroyable, difficile, mais incroyable, de réussir à faire une transition dans une période un peu complexe, d'une stratégie qui était une stratégie d'internalisation des compétences, en fait, pour développer ces solutions, à une stratégie d'externalisation de ces compétences pour le maintien de certaines de ces solutions ou le transfert de ces solutions vers d'autres entreprises. Et je pense que ça, c'est une très belle réussite. Et je pense à certaines solutions qu'on continue de déployer au sein de Biogène, telles que Cléo ou Physiomi, et même Connectome, et qui, elles, ont été transférées à des acteurs externes, tels que Aptar, Digital Health ou Indivi, par exemple, et qui prennent la suite de cette aventure, qui garantissent du coup un impact auprès des utilisateurs, des professionnels de santé, des patients et des études cliniques, pour parfois le compte de Biogène, et puis aussi qui ont la possibilité de réfléchir à la suite de l'aventure sur ces solutions qui sont parfois toujours critiques pour Biogène, et puis parfois qui le sont un peu moins critiques pour Biogène, mais qui pourraient, qui ont de l'attraction et qui ont de l'utilité, qui répondent à un besoin sur le marché. Voilà. C'est intéressant, ça vient aussi, en fait, avec la question au final, de la valeur de l'entreprise et de la perception de valeur, de la société. Je vois qu'il y a un Marc qui a posé une question dans le chat. Je pense que c'était en réaction à ce que Amine disait, sur, quels sont les indicateurs que vous regardez en priorité pour mesurer l'attraction marché et l'usage, d'un produit numérique? Oui, alors, Est-ce qu'il y a une réponse facile à ça? Parce que j'imagine que ça dépend évidemment de chaque produit, mais il n'y a pas vraiment de réponse facile pour répondre à cette question. En revanche, en prenant le problème par le début, à savoir une société early stage qui a un produit en développement, il y a des marques d'intérêt de la part de partenaires externes comme des pharma, comme des industriels, ou des hôpitaux qui peuvent être français, américains ou internationaux, qui mettent à disposition, par exemple, des databases, des datasets qui sont annotés et qui sont de qualité, parce qu'ils croient dans la solution, parce qu'ils pensent que la solution qui va être développée va répondre vraiment à un besoin important. Donc ça, c'est un premier signe d'intérêt, c'est un premier signe que le projet peut avoir par la suite une bonne traction. Après, il peut y avoir des signes d'intérêt du style co-développement. Un industriel ou une pharma estime que malgré le fait que ce produit est digital et pas du tout core business, pas traditionnel, pas médicament, pas dispositif classique, il vient en complément, il apporte suffisamment de valeur pour que on se lance dans ce projet innovant. Alors, dans ce cadre-là, le co-développement peut être vu comme un signe de traction du marché très intéressant. Ensuite,
en avançant un peu plus en aval dans le process, il y a des éléments qui peuvent être éloquents, c'est-à-dire que par exemple le fait d'avoir un breakthrough designation à la FDA peut indiquer que le régulateur estime que la solution est vraiment tellement innovante et tellement cruciale pour les usagers, pour le système de santé, que on va l'aider dans son développement, on va l'aider à accélérer son accès au marché, etc. Donc ça peut être vu comme un signe des acteurs du marché, donc mes côtés régulateurs, que la solution pourrait avoir une traction. Et une fois sur le marché, c'est assez difficile de faire un dashboard général pour tout le monde. Cependant, si vous prenez des solutions qui vont être en direct to patient, ça peut être le nombre de nouveaux utilisateurs chaque mois, ça peut être le churn, donc le taux d'attrition, le taux d'utilisateurs qui se désabonnent, ça peut être la croissance du revenu mensuel récurrent. Si c'est un dispositif un dispositif de santé numérique qui est destiné à des hôpitaux ou des industriels, c'est tout simplement le pipeline de clients. Ça peut être aussi concernant cette pipeline le temps de cycle de vente. C'est-à-dire que si ce cycle est vraiment raccourci, ça peut indiquer que les industriels, les pharma, les hôpitaux, contrairement à d'habitude, là, ils sont plus prompts à faire des efforts, à aller plus vite, parce que la solution les intéresse. Naturellement, un signe de traction, c'est nous, côté VC, ça peut se manifester par une startup qui apporte des lettres d'intention, ça peut être des lettres de soutien de la part d'hôpitaux qui disent une fois que le dispositif est développé en s'engageant à en acheter une certaine quantité, ça peut être des lettres de soutien d'hôpitaux ou d'autres parties prenantes qui veulent participer à l'essai clinique, par exemple, pour valider la solution. C'est génial, ça. Ça, c'est vraiment des petites choses qui sont hyper facilement actionnables. Intéressant de savoir que c'est important aussi pour les VC. Aujourd'hui, c'est vrai que les startups font un peu du trial and error sur leur manière dont ils discutent avec les VC. Donc, de savoir que ce genre d'information, d'avoir effectivement l'avis d'un laboratoire pharmaceutique, l'avis d'un professeur ou d'un hôpital, un avis positif, ça peut venir créer de la valeur et on va dire démontrer le vrai intérêt du marché pour leur tech. Ça, c'est vraiment, enfin, de savoir qu'ils peuvent aller chercher ça et le valoriser, c'est vraiment hyper intéressant. Ça me fait penser, enfin, c'était un peu la dernière question qui était un petit peu surtout pour ce qui est produit numérique, en fait, quelle est la place en fait de ce produit numérique dans le parcours de soins du patient? Est-ce que on peut partir du principe que un produit digital, c'est un bon moyen pour maximiser l'efficience de notre système de santé? C'est des questions qui sont hyper bouillonnantes en ce moment. On le voit hein, avec les difficultés du système de santé en France, les difficultés aussi des startups avec de l'argent qui coûte toujours de plus en plus cher. Du coup, est-ce que aujourd'hui le numérique pour vous, ça sera notre question d'ouverture. Est-ce que pour vous, le numérique peut être un moyen de maximiser l'efficience du système de santé? Peut-être Thibaut, tu veux prendre la parole? Ouais. Alors, forcément, je vais répondre oui. Enfin, je pense que enfin, peut-être qu'il y aura d'autres éléments, mais je vais essayer d'être un peu critique de cette réponse. C'est-à-dire que oui, la promesse du gain de temps. Oui. Je vais poursuivre le temps que Thibaut soit disponible, si ça te va, Paul. Ah, ça fonctionne. Alors, je pense que Amine entend pas Thibaut. Ah, Amine, est-ce que tu peux essayer de refresh ta page? On écoute la réponse de Thibaut.
D'accord, Yes, merci. non, mais pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est que oui, je pense que c'est extrêmement positif, les solutions digitales dans la fluidification du parcours de santé, dans l'apport d'efficience, de gain de temps, d'amélioration de la prise en charge, de fluidification du parcours de santé, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la promesse. Donc je suis hyper optimiste et positif par rapport à ça. Mais il faut se rappeler que ça s'inscrit, comme je disais au tout début de cet échange dans ce webinaire, c'est au tout début ça s'inscrit dans des processus, dans un fonctionnement humain aussi, et ça s'adresse à des professionnels de santé et des patients qui vivent des choses complexes, avec aussi des surcharges de travail pour un certain nombre d'entre eux, moins de ressources disponibles, que ce soit humaines ou financières. Et donc, finalement, c'est comme dans une entreprise quand on fait du change management, entre guillemets. En fait, il faut être conscient que le processus d'innovation, il va prendre du temps parce qu'il implique de l'humain. Et c'est encore plus vrai dans la santé, dans lequel on vous demande de montrer patte blanche. Donc, on parlait de regulatory, de qualité des études cliniques et autres. Donc, il y a un haut niveau et un haut standard d'attente, en fait, par rapport à la qualité de la solution, la qualité des preuves scientifiques qui sont derrière. Mais en plus, vous vous attaquez à des problématiques qui ont des enjeux humains forts, qu'ils soient organisationnels ou qu'ils soient individuels par rapport à la vie d'un patient ou des aidants qui sont autour. Et donc, vous essayez de vous intégrer dans tout ça. Et donc, cette digitalisation, elle peut amener de l'efficience, mais elle amène aussi de la complexité. Elle rajoute, entre guillemets, de la complexité temporairement, puisque les utilisateurs ou les acteurs ne voient pas forcément le bénéfice immédiat. C'est-à-dire que ça demande un effort, en général, un effort avant de voir le bénéfice. Et donc ça, il faut quand même bien le prendre en compte. C'est pour ça aussi que souvent, on est dans des industries ou dans une industrie qui a des cycles relativement longs, décisionnel, mais aussi d'intégration. Amine parlait aussi voilà, des hôpitaux qui sont prêts à les acheter, et ainsi de suite. C'est tout à fait vrai dans les KPI qui sont suivis. Mais après, même une fois que c'est décidé, ça va prendre un temps d'intégration, même tout simplement de contractualisation, ça peut prendre 6 mois. Et au final, il se passe un an et demi. Et la startup, si elle n'est pas extrêmement solide ou si elle n'est pas extrêmement suivie financièrement, c'est long en fait. C'est très très long et les cycles sont plus longs effectivement que dans d'autres secteurs bien souvent puisque le temps clinique, enfin d'études cliniques, le temps de validation réglementaire, le temps des processus décisionnels et puis après l'intégration dans le quotidien en fait prend du temps. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement important. Ok, une question dans le chat d'ailleurs d'un Loïc qui demande comment vous accompagnez les professionnels de santé dans le changement de leurs habitudes. Je pense que c'est une question dont on pourrait parler Ouais. des heures. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir l'avis d'un pharma justement là-dessus. Après, il y a des trucs hyper concrets Ouais. sur cette question. Nous, typiquement, sur une des solutions que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui est Physiomi, très concrètement, on accompagne et on forme les utilisateurs. Et c'est des professionnels de santé. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, ils savent utiliser un site internet et une application comme tout le monde. Mais c'est comme nous, aujourd'hui, pour le webinaire, on a eu un petit temps de formation à l'outil. C'est exactement pareil pour eux, en fait, pour que ça soit fluide, que ça fonctionne bien, que ça ne rajoute pas une barrière au peu de temps qu'ils ont parfois avec les patients. Il faut un temps de formation, parfois même à la pathologie, de rappeler certains éléments parce que c'est une parmi tant d'autres, surtout quand on est par exemple sur des maladies rares. Et après, en plus, c'est un nouvel outil qui s'ajoute à d'autres, bien souvent. Et donc, du coup, il y a un temps de formation qui est incompressible et qui est nécessaire en fait à la réussite et à l'intégration. Excellent. Amine, on t'a récupéré, tu nous entends Oui, bien? très bien, vous m'entendez? Allez, parfait. Ouais. Et du coup, Amine, rapidement, c'est quoi ton point de vue du coup sur la question? Qu'est-ce que tu allais nous dire? Euh, alors sur l'accompagnement des professionnels de santé au changement de leurs habitudes, en réalité, on n'accompagne pas les professionnels de santé. Les professionnels de santé, les médecins et les autres aussi, sont des professionnels qui se forment tout au long de leur carrière. Et s'ils n'exercent pas, ils doivent resuivre des cours. Et donc, ça fait partie de leur quotidien, ou en tout cas, ça fait partie de leur métier de rester up-to-date. Et dans ce cadre-là, dans leur cadre à eux, qui est
de vraiment prendre en charge pour le mieux les patients qui leur arrivent. Moi, ce que je vois, c'est que une solution qui est plutôt fit avec leur réalité quotidienne, une solution qui leur permet de mieux adresser des patients, une solution qui leur permet d'aller plus vite au diagnostic, une solution qui a été démontrée par des études cliniques robustes et qui fait pas polémique, c'est des solutions qui sont adoptées en général. Alors avec une cadence qui est pas forcément la même que dans d'autres secteurs, mais qui est adoptée en général. Et en fait, la meilleure preuve qu'on puisse apporter pour l'adoption d'une solution numérique, c'est la performance. C'est l'impact médico-économique démontré dans un essai clinique qui a été publié, qui est robuste et qui est sans équivoque. Et souvent, c'est sur cette base-là que ça fonctionne. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des dispositifs hybrides hardware-software. Ça peut être de l'IA, effectivement, comme dit dans le chat. Mais dans tous les cas de figure, c'est des solutions qui répondent à une question précise. Et la méthode scientifique permet d'évaluer dans quelle mesure le dispositif en question répond de façon précise à cette question. Alors, si l'IA ou d'autres dispositifs d'un nouveau type ne dérogent pas à la règle, on peut les tester cliniquement. Et c'est pas parce qu'ils sont nouveaux qu'ils sont plus difficiles à tester. Donc voilà. En partant, voilà. Ouais. Tu penses que toutes ces je vois la question de Marc, c'est le niveau de maturité des entités réglementaires et gouvernementales sur l'IA en santé. Alors nous, on est en pleine certification ISO 13485. Alors, du coup, on connaît, on se confronte à ces sujets assez régulièrement chez Bixmoro. C'est pas des sujets faciles. Je pense que les auditeurs des organismes notifiés ont des avis qui sont rebousculés à chaque fois qu'ils vont voir une nouvelle startup qui bosse, ou une nouvelle société qui bosse sur un produit d'IA. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui sont, c'est des choses qui sont chouettes, qui évoluent. Les entités, en tout cas, je trouve moi personnellement qu'elles font leur maximum pour réussir à s'adapter à ce monde qui change quand même sacrément vite. Mais tu vois, Amine, on en avait parlé un peu précédemment. Tu parlais, tu vois, là, tu nous as beaucoup parlé de la logique de discussion avec des médecins. Moi, ce que je voulais évoqué, c'était également en gros la logique de value-based medicine dont tu m'avais pas mal parlé, l'apport du coup du numérique au système de santé dans cette logique-là. Est-ce que tu veux nous en dire deux, trois mots? Oui, bien sûr. Alors, le fait de fluidifier les flux d'informations entre les patients, les médecins entre eux, entre la ville et l'hôpital, ça permet un meilleur suivi, ça permet de mettre à disposition de l'information à plusieurs professionnels de santé autour d'un patient, et ça permet des décisions qui sont prises plus rapidement, et ça permet surtout euh, à des nouveaux modèles d'émerger, des modèles qui permettent sur la base d'un suivi rapproché du patient, de, de, de prescrire aux patients des thérapies qui sont efficaces si certaines conditions sont remplies, si le profil du patient colle, etc. Ça, c'est pas permis par la médecine traditionnelle et c'est permis par les nouveaux outils. On peut suivre au quotidien et de façon en distance des patients qui sont chez eux et s'assurer qu'ils vont bien, s'assurer que le traitement marche. Et dans ce cadre-là, le value-based care qui permet de payer les solutions sur la base de l'impact concret qui est observé, c'est quelque chose qui, dans mon esprit, est amené à prendre beaucoup en ampleur.
Je te remercie. Alors, je vois que l'heure défile. Les discussions sont passionnantes. Je pense qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. C'était un peu prévisible parce que on va dire le sujet du webinaire était quand même ambitieux. Mais par contre, on en avait parlé très rapidement et ce qu'on voulait proposer, c'était aux participants de continuer les discussions lors d'un after work qu'on imaginait organiser sur Paris et de pouvoir discuter. Autour d'un verre de tous ces sujets. Pourquoi pas de réglementaire, pourquoi pas d'autres sujets. Donc, si ça vous intéresse, on va mettre un petit lien dans le chat pour pouvoir nous faire part de votre intérêt par rapport à ces sujets. Euh, Thibaut, Amine, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de participer à ce premier webinaire Innoviewz, de nous avoir partagé vos expériences qui sont vraiment extraordinaires et vos avis là-dessus. Euh, Merci, Paul. on pourrait le faire à la Burger Quiz. Vous voulez dire le mot de la fin, Thibaut? Thanks God it's Friday, non? Thank God it's Friday. Amine. Merci à tous, merci Allez. à vous pour l'organisation de ce séminaire et puis ravi de poursuivre éventuellement les échanges à l'occasion d'un afterwork. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir tout le monde.